revue de presse présentée par Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Aujourd'hui, dans la presse internationale, beaucoup de journaux reviennent évidemment sur la catastrophe ferroviaire en Espagne. Oui, et bien surtout en Espagne où la presse s'interroge. El País publie en une ce visage hébété et ensanglanté, celui du conducteur du train qui, selon le journal, serait un vétéran de cette ligne entre Madrid et Saint-Jacques-de-Compostelle. Le conducteur a freiné trop tard, titre le journal. El Mundo se demande s'il s'agit d'une erreur humaine ou bien d'un problème de frein. La question est posée. 2 enquêtes ont déjà été ouvertes pour tenter d'y répondre. Le choc en Espagne, ça on l'a vu. Le choc aussi en Tunisie, après l'assassinat hier de l'opposant Mohamed Brahmi. Oui, l'événement intéresse la presse du monde entier. Le meurtre qui menace le futur de la démocratie tunisienne, titre le journal britannique The Independent. Et en Tunisie aussi, on s'intéresse au sujet. L'assassinat est vécu comme un triple affront au peuple, écrit l'économiste maghrébin, c'est un journal de Tunisie, dans un vibrant éditorial. Triple parce qu'il s'agit de l'assassinat d'un membre de l'Assemblée constituante, le jour du 56e anniversaire de la République et en plein mois de Ramadan. Le journal appelle à la recherche de la vérité, il appelle à ce que le peuple pousse pour que la vérité soit recherchée, car selon lui, les assassins ont incontestablement été encouragés par le peu d'empressement, voire le manque de sérieux de l'enquête sur un autre meurtre politique, celui de Chokri Belaïd en février dernier. Et pourtant, cette enquête sur le meurtre de Chokri Belaïd pourrait avancer ? C'est ce qu'on apprend, en tout cas en lisant le Tunisia Daily. Les commanditaires de l'assassinat de Chokri Belaïd seraient identifiés. Les détails pourraient être révélés dans la journée. De la Tunisie à l'Égypte, menacée par le chaos, il n'y a qu'un pas à franchir, que vous avez franchi, Christophe Dansette. En Égypte, les anti-Morsi s'apprêtent une nouvelle fois à manifester, cette fois-ci à l'appel de l'armée. Oui, le sujet intéresse le Wall Street Journal avec une analyse qui prend le contrepoint de tout ce qu'on a pu lire ces dernières semaines, qui disait en somme qu'avec la contre-révolution en Égypte, celle des anti-Morsi, et puis d'autres événements, notamment en Turquie, on assistait à la fin de l'islam politique. Eh bien non, nous dit Ruel Marguerecht, spécialiste des questions de défense aux États-Unis. L'islamisme en Égypte va fleurir de nouveau, selon ses prédictions. Selon lui, des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté ces dernières semaines contre les frères musulmans, ceux qui ont signé des pétitions à l'appel du mouvement Tamarod, ne représentent pas toute la société égyptienne. C'est certes la génération Facebook, mais ce n'est pas celle des campagnes, ni celle des bidonvilles, où les islamistes sont encore les seuls à proposer de vraies solutions. Selon lui, tant qu'aucune alternative ne sera proposée aux plus pauvres, l'islamisme triomphera. Autre sujet dans la presse internationale qui ne vous aura pas échappé, Christophe Dansette, l'élection présidentielle au Mali. On ne vote que dans 2 jours et déjà la presse internationale critique ce scrutin. Oui, washout, un fiasco, titre le Foreign Policy pour le journal américain. Cette élection est organisée au plus mauvais moment. Le pays n'est tout simplement pas prêt. Le problème des réfugiés n'est pas réglé, celui du nord du pays, en particulier de la ville de Kidal, n'est pas réglé non plus. Mais visiblement, écrit le journaliste, la France est pressée de quitter le territoire malien au plus vite et attend ces élections pour le faire. Finalement, le problème, c'est que dimanche, beaucoup de Maliens n'auront pas eu la possibilité de voter ou bien n'auront pas voulu voter. Et le fait que la communauté internationale se réjouisse de ce scrutin ne sera même pas une maigre consommation pour conclure le Foreign Policy. Une maigre consolation, Christophe Dansette. On termine par la Chine qui, semble-t-il, aurait du mal à atteindre les sommets. Oui, des sommets, et je dis des sommets au sens propre du terme, puisque regardez cette photo du Bangkok Post, on y voit ce qui doit être le plus haut gratte-ciel du monde en construction à Changsha. Il doit s'élever à 838 mètres, plus haut que les immeubles de Dubaï ou de New York. Seul problème, pour l'instant, le projet est à l'arrêt, toutes les autorisations n'ayant pas encore été données. Alors, pour la petite histoire, Changsha, c'est la ville berceau du communisme, celle de Mao Tse-tung, donc ça ne fait pas une belle publicité au communisme. C'est là qu'il a passé sa jeunesse. Merci Christophe Dansette. C'était la revue de presse internationale de France 24.